Merci Maxime. Bonjour à tous. Donc, je suis Damien Sicot, le gérant de Cineco Charpente. Et je voulais faire le retour de notre expérience de charpentier sur la surélévation dans l'habitat individuel. Donc, pour faire une présentation rapide de Cineco Charpente, donc on est une entreprise créée en 2010. On est 9, donc 6 salariés et 3 apprentis. Et j'ai utilisé l'écriture inclusive pour dire qu'on est assez fiers d'avoir pu intégrer cette année notre première apprentie charpentière. Et on est assez content de l'accompagner jusqu'au titre de CAP Charpente qu'elle va passer au CFA de Saint-Herblain. Un sujet qui peut être abordé avec d'autres acteurs, c'est la féminisation des métiers du bâtiment, mais surtout des métiers du gros œuvre dans le bâtiment. Ça nous oblige à repenser un petit peu nos modes de travail et nos habitudes sur les chantiers. Alors, on est organisé avec un bureau d'études qui réalise les plans d'exé, les plans de fab, et qui fait la conduite de travaux. Une équipe chantier qui s'assure de la préfabrication des éléments à l'atelier, et une équipe atelier et 2 équipes chantier pour la pose des éléments de charpente. Donc on est charpentier constructeur bois par respect pour le noble métier de charpentier. Moi je préfère dire constructeur bois parce qu'on fait plein d'autres choses qui sont bien moins nobles que de la charpente, comme la couverture ou l'isolation et l'étanchéité à l'air, ou les menuiseries extérieures. Donc ce que nous on essaye de faire, c'est d'assurer un hors d'eau hors d'air après intervention du maçon et avant intervention des lots techniques et du second œuvre. On travaille pour des maîtrises d'ouvrages privés essentiellement, on fait un petit peu de collectif, un petit peu de pro, et on ne travaille quasiment que avec sur des projets gérés et encadrés par des architectes. On a très peu de demandes de maîtrise d'ouvrage seule. On fait un chiffre d'affaires de 1 million, 1,2 million qui se répartit comme suit, donc avec du neuf qui représente plus d'un tiers de notre activité, et notamment la majorité de cette activité en neuf, c'est de la construction de maisons passives. La réno qui inclut tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, isolation thermique par l'extérieur, et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la surélévation, 10%, ça fait penser un peu au potentiel qu'il y a dans les villes. Concrètement, ça représente 2 chantiers par an à peu près. Alors, quand on pense surélévation, pour nous, à notre niveau, moi, quand je vais répondre à un appel d'offres, je vais voir un certain nombre d'avantages et d'inconvénients pour traiter le sujet. Et il va y avoir un certain nombre de problématiques qu'on va devoir avoir en tête tout le long du chantier. Parmi ces listes d'inconvénients, je commence par les mauvaises nouvelles. Il y a des problématiques de relevé. On l'a déjà abordé, structurel. Est-ce qu'on va réussir à poser comment on va faire pour poser la surélévation sur l'existant? Traiter la problématique de la hauteur, de la sécurité du chantier, la problématique des intempéries pendant toute la durée du chantier, et puis l'accessibilité quand on est dans un milieu contraint comme la ville. Donc au niveau des avantages, il n'y a pas beaucoup. Enfin, on fait une surélévation parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je dirais que la surélévation, c'est un peu le 49.3 de l'architecture. Et il y en a quand même un petit avantage pour nous, c'est que ça représente un défi technique. Et quand on veut aller un peu titiller l'ego et du charpentier, c'est pas mal d'aller lui proposer une surélévation, mais il faut que le projet soit bien pitché pour nous donner envie d'y aller. Donc, pour traiter un petit peu cette problématique de la surélévation dans l'habitat individuel, je vais m'appuyer sur une surélévation qu'on a réalisée en 2022 de 60 mètres carrés avec ALR Architecture, Aurélien Leroux, et avec l'aide du bureau d'études structure Vivier Structure Bois. Maxime, si tu nous écoutes, il est dans la salle. Il se cache. Donc cette surélévation, donc on la voit en haut, c'est un mix CLT ossature bois,
le CLT et l'ossature bois, ça change pas grand-chose dans notre approche et dans ce que je vais dire par la suite. Ça aurait pu être tout ossature bois ou tout CLT, ça aurait pas changé grand-chose. Le premier défi, je vous le disais, ça va être le relevé. On l'a déjà abordé. C'est essentiel d'avoir un relevé le plus précis possible. Il faut qu'il y ait le moins d'incertitude quand on va faire ce relevé. Donc, on a les outils de Capture Forecast qui vont nous aider. Sur ce projet-là, Capture était venu, mais un relevé, c'est pas facile à faire. Parfois, on arrive dans les combes, il y a de la laine de verre partout. On n'arrive pas à circuler, ou alors, donc il faut vraiment pas hésiter à prendre le temps de faire ce relevé. Il faut être sûr, on va dire à 95% de la qualité du relevé. Si un relevé est foiré, ça peut être l'ensemble du projet qui est remis en cause. Donc peut-être qu'il va falloir détruire quelques bouts de placo, détruire des cloisons pour être sûr de notre relevé. Une fois qu'on a fait ce relevé qui a été modélisé, on va aller mettre la boîte dessus et puis faire ce qu'on pourrait appeler un peu du BIM et intégrer l'ensemble des plans des intervenants. Sur cette surélévation, on avait décidé avec le bureau d'études structure, l'idée a été de poser un solivage qui était ancré dans les murs pignons et après de venir poser ce qu'on peut appeler la boîte dessus. Donc là on se retrouve avec une vue en plan du solivage. On a toute une série de ferrures métalliques qui sont ancrées dans les murs pignons, entourées en rouge, et après un réseau de lamellés collés qui viennent soutenir le solivage. Après il y a l'OSB, puis pif, on a posé la boîte par-dessus. Tout ce travail-là, il doit être fait en amont avec un bureau d'études, il doit être réfléchi avec les contraintes qu'il va y avoir du projet, les contraintes d'amener des matériaux, et puis on va pouvoir transmettre aux maçons des descentes de charge pour qu'il aille nous faire les réservations nécessaires dont on a besoin. Et puis après, on rentre dans la phase chantier. Donc, problème de hauteur, sécurisation du chantier, c'est échafaudage obligatoire. Alors, est-ce qu'on le met sur toutes les façades ou pas? Bon, après, ça, c'est de l'adaptation, mais on peut pas raisonnablement travailler sur une surélévation en ville sans échafaudage. Donc, échafaudage, c'est protection de ligne, si besoin, et autorisation de voirie. Une fois qu'on a posé l'échafaudage, on peut commencer à entamer la partie déconstruction, découverture, déconstruction. Donc là, on a enlevé les tuiles. Il y a eu un nettoyage des combles, donc toute la laine qui a été enlevée. Ça, il faut faire confiance à des entreprises spécialisées qui savent très bien gérer ça. Nous, on sait pas. C'est de l'évacuation de matériaux. C'est pas si évident à faire, surtout à 10 mètres de haut. Et après, on va pouvoir commencer aussitôt la découverture réalisée, il faut protéger le bâtiment. Donc, il faut tendre une bâche. Pour tendre une bâche, il faut garder une structure porteuse. Une bâche, ça tient pas avec un bout de bois et deux câbles. C'est pas possible. Il faut qu'elle tienne toute la durée du chantier. Il faut qu'elle résiste aux intempéries, aux tempêtes. Donc, il faut garder le plus possible la structure. Donc là, on avait la chance d'avoir pu étayer les pannes, d'avoir gardé les chevrons, tout en permettant aux maçons de pouvoir faire ses reprises et puis à nous de faire une installation de chantier. Il faut que la structure porteuse, l'ancienne charpente, soit enlevée en dernier moment. Si on veut garantir la sécurité du bâtiment. Pareil, une bâche posée au sol sans évacuation, ça fonctionne pas, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une pente important de prendre ça en considération. Donc ici, on voit la bâche qui a été posée avec quelques lithots pour s'assurer qu'elle va pas s'envoler à la première tempête. Il faut savoir un truc, quand dans une surélévation, c'est à peu près sûr, quelle que soit la période de l'année, qu'il va y avoir un orage, une tempête, un truc comme ça. C'est une loi, je sais pas quelle loi, mais c'est une loi météorologique qui prouve que ça arrive à tous les coups, qu'il y a il y a une intempérie à ce moment-là. Là, on voit les ferrures dont je vous parlais qui vont tenir la structure porteuse qui ont été installées. Ça, c'est des ferrures
en acier Galva qui doivent peser une quarantaine de kilos chacune, avec du scellement chimique. Donc le maçon avait réalisé des empochements sur le mur en pierre. C'est important de vérifier les murs porteurs. On pose pas une ferrure métallique sur un parpaing creux, ça c'est pas possible. Donc tout ce travail-là, il a dû être fait. Il faut qu'il ait été fait en amont et il faut l'avoir intégré. Et il faut que le maçon nous fasse les bonnes réservations au bon endroit. Et à partir de là, on peut aller poser les ferrures. Et voilà la ferrure qui a été posée avec le solivage qui a été mis en place. Après, il va falloir résoudre, enfin après, avant même, parce que c'est un chantier, ça s'organise avant, la problématique du levage de la structure. Donc à nouveau, là, il faut avoir anticipé les arrêtés de voirie, la protection des lignes. Des arrêtés de voirie, ça se demande, je sais pas, un mois, 15 jours, non, un mois à l'avance. Des protections de lignes, c'est peut-être 3 mois à l'avance, il faut l'avoir anticipé. Avec les moyens de levage qu'on a à disposition, donc nous on fait appel à des entreprises extérieures, on arrive toujours à trouver l'engin qui va bien pour aller nous lever nos structures. Il n'y a jamais un chantier où on n'a pas pu trouver la grue qui allait bien. Ça demande un petit peu de préparation. Et ça demande d'avoir de l'espace, donc de bloquer la rue le temps du levage. Là, on arrive même à mettre une grue en bas de Chantenay. Elle rentre au chausse-pied la grue, mais elle y arrive parce que on est allé faire le levageur est venu sur place pour évaluer la possibilité de s'installer. Donc on a tout anticipé. Là, je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a un faisceau de lignes dans tous les sens et pourtant la grue a réussi à se déployer sans tout arracher et de nous permettre de réaliser le projet. Une fois qu'on a fait ça, je suis tenté de dire que après c'est un travail habituel du charpentier, que ça soit une surélévation, une extension, une maison, c'est de l'assemblage de pièces qui ont été préfabriquées ou commandées. Là, on voit des panneaux de CLT. C'est un chantier. Il n'y a plus de difficultés. Une fois qu'on a réussi à résoudre toutes ces problématiques, ça devient assez facile. Et enfin assez facile. C'est notre métier, quoi. Et puis après, une fois le produit fini, ça donne ça. Donc une surélévation de 60 mètres carrés avec pas mal de bois apparent en intérieur, une belle vue sur Nantes. Je pense que les clients sont assez contents du résultat et le chantier s'est passé plutôt pas mal, même bien. C'est bien passé avec une bonne intervention de l'ensemble des entreprises. Parce qu'il n'y a pas que le charpentier, il y a un maçon, il y a un couvreur, un électricien, un plaquiste. Pareil, pour approvisionner du placo à 10 mètres de haut, c'est mieux de l'avoir anticipé. Donc là, le plaquiste, il était arrivé, il nous avait déposé la palette et on a levé la palette de placo en même temps que avant de refermer le toit. On avait fait la même chose pour les menuiseries. C'est vraiment ce travail qu'il faut avoir anticipé pour faciliter l'intervention de l'ensemble des acteurs. Je voulais faire un petit point sur le planning. Alors si aujourd'hui vous êtes convaincu par la qualité de notre entreprise et que vous avez un projet, le PC a été déposé, que tout le recours des tiers a été purgé, que vous avez une préétude structure qui a été faite, vous venez me voir, on va dire que dans un mois, on va signer un marché et puis on va commencer les études. Donc, on va faire en priorité un relevé, donc on va être aux alentours de la fin mai. On fait des études, un relevé, et après on fait des études. Les études, ça veut dire tous les plans d'exé, toute la mise au point avec le maçon, avec le couvreur, avec le menuisier extérieur, les réseaux qu'il faut passer, des legs de plomberie, de fluide, tout ça, les autorisations, enfin voilà, toutes ces études-là qu'il va falloir faire, qui vont nous prendre 2 mois. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on compte tous les allers-retours, c'est pas si déconnant. Donc on fait les études. Une fois que les études sont faites, on va commencer à pouvoir faire. C'est-à-dire, une fois que les études sont faites, on est sûr que le projet, on peut le faire et on peut l'amener jusqu'au bout dans un planning qui a été donné et que tout le monde va être capable de respecter.
Et à partir de ce moment-là, on peut déposer la couverture et le maçon va pouvoir faire ses reprises de maçonnerie. Pendant ce temps-là, nous, on commande, s'ensuit la fabrication en atelier. Et il y a une date qui ne peut pas bouger parce qu'elle entraînerait ça entraînerait beaucoup de complications, notamment des autorisations de voirie, par exemple, qu'il faudrait recaler. C'est la semaine 36, là, début de semaine 37, où il y a le levage. Donc, il faut se garder un petit peu de laps de temps. Là, on a 2 semaines. Ça va permettre de gérer peut-être un retard du maçon ou un retard dans une livraison qui aurait décalé notre fabrication. Donc voilà, il faut quand même avoir toujours un petit peu de gras, même si on est toujours un peu flippé de laisser le bâtiment sans protection pendant 8 semaines, enfin sans protection durable. Mais finalement, entre 6 semaines et 8 semaines, si l'orage il a eu lieu la première semaine, ben, il aura peut-être pas lieu la 6e semaine. Donc on est à peu près, voilà, on est rassuré. Donc on se garde un petit peu de temps. Le levage pour une surélévation comme celle-là, c'est une journée de travail. Après, nous, on va avoir quelques finitions à faire, mais pendant ce temps-là, le coureur va pouvoir bosser. S'ensuit la menuiserie extérieure. Donc grosso merdo, on peut considérer qu'il faut 8 semaines pour réaliser enfin pendant 8 semaines, la maison est, on va dire, il y a quelques risques sur le bâtiment. Et qu'au bout de 8 semaines, on a retrouvé un hors-d'air durable. Et puis après, cette phase-là, le second œuvre peut commencer, les travaux accessoires de charpente, notamment le bardage, peut commencer. Le bâtiment, on va dire qu'il est sécurisé. Et donc, si on raisonne un peu au niveau un peu plus macro, on se rend compte qu'il y a à peu près 3 étapes. Donc, une fois de plus, c'est à notre niveau de maison individuelle. Hein. On n'est pas sur du bâtiment de 400 mètres carrés. Hein. Là, on parle d'une surélévation de 60 mètres carrés. On va dire 40 jours d'études, 40 jours de chantier avec des protections, des échafaudages à gérer, et puis 40 jours de second œuvre ou plus s'il y a du mal à finir et jusqu'à la livraison. Donc, on peut considérer que à partir d'aujourd'hui, si tout se passait bien et si toutes les planètes s'alignaient, on pourrait livrer une surélévation pour Noël 2023. Le budget, alors à notre niveau, on est encore une fois de plus au niveau de la maison individuelle, on peut lister un certain nombre de surcoûts. Il faut les prendre avec beaucoup de pincettes, ces surcoûts-là, parce que ça dépend énormément de l'accessibilité, de la complexité du chantier. Dans le chantier que je vous ai présenté, là, sur élévation, là, on est sur un coût de solivage à 260 € du mètre carré. Un solivage, habituellement, on est plutôt aux alentours de 100-150 €. Donc là, on peut considérer que le surcoût, c'est une centaine d'euros par mètre carré. Si la structure, on avait pu faire poser la surélévation différemment en ayant des points intermédiaires pour faire des descentes de charge, peut-être qu'on aurait pu diminuer ce coût de poste-là et redescendre à des prix plus raisonnables. Tous les autres postes, bah, ils se calculent en fonction du chantier. Il y en a un, le dernier, c'est la prime de risque. C'est pareil, ça va être le projet, comment il est présenté, comment il a été réfléchi, qui va me permettre, moi, dans mon chiffrage, d'évaluer l'importance de cette prise de risque. Est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10%? C'est pas toujours facile à faire. Toujours est-il que nous, il faut qu'on ait un petit peu de gras pour pouvoir gérer sereinement le chantier en maintenant la rentabilité de l'entreprise et sans vouloir absolument générer du TS pour essayer de récupérer un peu de rentabilité. Voilà. En tout cas, c'est notre approche qu'on a chez Cineco Charpente de la surélévation. Une fois de plus, c'est vraiment important de traiter chaque surélévation cas par cas et de lister l'ensemble des surcoûts que ça pourrait engendrer et puis essayer de l'optimiser. Notre objectif, c'est pas d'aller vendre de l'échafaudage, c'est pas d'aller vendre de la protection de ligne, c'est de répondre aux besoins du client qui est de faire une surélévation dans un budget qui est quand même souvent contraint. Là, je vous présente notre bureau. Ouais. 1 minute, mais j'ai fini. Voilà.
Donc ça, c'est nos bureaux. On a profité on a fait une surélévation dans nos bureaux. Donc c'est de manière assez anecdotique, mais on a profité d'une structure maçonnée pour mettre une ossature bois et après mettre une ITE sur cette structure maçonnée et retrouver de l'homogénéité dans le projet. Donc voilà nos bureaux. J'espère que j'aurai l'occasion je vous y invite en tout cas, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur de futurs projets de surélévation. J'en profite quand même pour lancer un petit avis de recherche. On cherche une dessinatrice freelance CADWork. Et on recherche également l'année prochaine une apprentie ou une apprentie pour faire un CAP de charpente. Donc si vous avez un fils, une fille, un neveu, une nièce qui a envie de faire ce beau métier de charpentier, on sera ravis de le former pendant les 2 années à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi.